J'ai passé 9 mois à économiser pour ça. J'ai coupé toutes les dépenses inutiles. Pas de vacances, pas de folie de shopping, pas de restaurant. J'ai même refusé un voyage au Mexique avec un type qui me plaisait vraiment parce que je ne pouvais pas me permettre de perdre une semaine de travail. Je faisais des doubles quarts en tant qu'aide-soignante et des quarts de bar le week-end juste pour que ça se réalise. Le plan était simple, offrir à ma mère un VUS Lexus d'occasion pour son anniversaire. Cette femme conduisait la même Honda déglinguée depuis que j'étais au lycée, et je pensais que ce serait quelque chose de bien, quelque chose dont elle pourrait enfin être fière de moi. Ma mère avait toujours un moyen de me rappeler ce que je n'étais pas. Je n'avais pas autant de succès que ma cousine Rachel, qui avait épousé un chirurgien plasticien. Je n'étais pas aussi bien organisé que ma sœur Danielle, qui avait 3 enfants et une cuisine parfaite digne de Pinterest. J'étais juste Émilie, toujours locataire, toujours célibataire, apportant toujours de la salade de pommes de terre achetée en magasin pour Thanksgiving. Mais cette année allait être différente. J'allais entrer dans son allée, lui tendre ses clés et la regarder s'illuminer. J'imaginais qu'elle pleurerait, peut-être qu'elle me prendrait dans ses bras, pas trop longtemps parce qu'elle déteste les émotions collantes, mais juste assez pour me dire merci. Cela aurait suffi. J'ai fait faire un nettoyage complet de la voiture, siège en cuir, conduite souple. Le concessionnaire a même inclus un nouveau système de son. Ce n'était pas neuf, mais ça en avait l'air. Je le sentais. Et pour quelqu'un comme moi qui avait passé des années à découper des coupons et à faire semblant d'aimer les nouilles ramen, c'était la chose la plus chère que j'ai jamais achetée à part mes prêts étudiants. La fête d'anniversaire battait son plein quand je suis arrivé, des ballons attachés à la boîte aux lettres, des tables pliantes bordées de plateaux Costco. Ma mère était dans le jardin avec le reste de la famille. Je l'ai appelée devant et lui ai dit que j'avais quelque chose à lui montrer. Elle s'est approchée lentement, un verre de vin à la main, mâchant un amuse-gueule sur un cure-dent. Elle a regardé la Lexus comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un d'autre sorte de derrière, puis elle m'a regardé. Je lui ai dit que c'était pour elle. Elle a regardé l'emblème, puis de nouveau moi. Tu n'as même pas pu t'en offrir une neuve, a-t-elle dit. C'était plat, même pas sarcastique, juste déçu comme si je lui avais tendu un plat cuisiné brûlé. Ma tante Beverly, qui m'avait dit une fois que ma voix était trop pleurnicharde pour un discours de mariage, s'est penchée et a murmuré, pathétique. Elle n'a même pas essayé de chuchoter. Je suis resté là à tendre les clés. Personne n'a applaudi. Personne n'a souri. Quelques cousins ont échangé des regards. J'ai hoché la tête, je n'ai rien dit, j'ai dépassé ma mère, je suis monté dans la Lexus et je suis parti. Personne ne m'a arrêté. Personne ne m'a demandé où j'allais. Le lendemain matin, j'avais 19 appels manqués, puis 27, puis 34. Mon téléphone était une machine à sous de regrets. Des textos de la famille. Des messages vocaux de mon père. Un texto de groupe de ma cousine disant qu'elle avait passé une semaine difficile, qu'elle avait juste été prise au dépourvu. Quelqu'un, je pense que c'est ma tante, a écrit « Tu l'as embarrassée ». Puis est venue une photo dans le groupe de discussion familiale, ma mère assise sur le porche tenant la boîte cadeau qui contenait à l'origine les clés de la Lexus, vide maintenant, regardant la rue comme si quelqu'un était mort. Puis mon père a appelé. Il appelle rarement, surtout pas avant midi. Je n'ai pas répondu. Puis il s'est pointé en tambourinant à ma porte comme si l'immeuble était en feu. J'ai failli ne pas ouvrir, mais la curiosité a gagné. Il a dit que je devais rendre la voiture, qu'elle n'était pas elle-même, qu'elle ne réalisait pas ce qu'elle disait, qu'elle la voulait maintenant. Je lui ai demandé ce qui avait changé. Il a dit, parce que ton oncle a proposé de te l'acheter et elle a pété un câble, a dit qu'elle était à elle, a commencé à crier en plein dîner. C'est là que j'ai réalisé qu'elle ne voulait pas non plus que j'aie la voiture. Elle ne pouvait pas l'avoir. Personne ne pouvait. Je n'ai rien dit, j'ai juste fermé la porte. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas ce que tout le monde attendait. 2 jours se sont écoulés. Je n'ai pas répondu aux appels. Je n'ai pas répondu aux textos me suppliant de reconsidérer. Je n'ai pas ouvert la porte quand quelqu'un a frappé, même quand j'ai pu voir la voiture de ma mère garée devant l'immeuble pendant 1 heure complète. C'était silencieux dans mon appartement, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et du bruit constant de mon téléphone vibrant sur le comptoir. J'ai laissé tout sonner. Puis une lettre est arrivée. Pas un courriel, pas un texto, une vraie enveloppe glissée sous ma porte avec mon nom écrit en cursive tremblante. Pas d'adresse de retour, mais je savais que c'était d'elle. À l'intérieur,
il y avait des excuses tièdes, 2 courts paragraphes. Elle a dit qu'elle ne pensait pas ce qu'elle avait dit, qu'elle était juste dépassée, que Beverly avait semé la négativité, quoi que cela signifie. Elle a terminé en disant « La Lexus m'aiderait vraiment pour les courses. Tu sais, tu as encore la clé de rechange, n'est-ce pas ?» C'était tout. Pas de reconnaissance pour les efforts que j'avais déployés pour me la payer. Pas de merci. Pas de « je suis désolé de t'avoir humilié devant toute la famille ». Juste des courses. J'ai fourré la lettre dans un tiroir plein de babioles que je n'avais pas regardé depuis plus d'1 an. Une semaine plus tard, ma cousine Abby m'a envoyé un message au sujet du dîner d'anniversaire de grand-maman, a dit que ça se passait samedi soir et que je devais être là. Elle a ajouté « Ne refais pas un coup comme à la fête de maman ». J'ai fixé le message jusqu'à ce que ma vision se brouille. Ce soir-là, j'ai pris rendez-vous avec un thérapeute, le premier depuis des années. Je n'ai rien dit à personne, j'avais juste besoin d'entendre une voix qui n'essayait pas de me culpabiliser pour que je donne quelque chose. Samedi est arrivé. Je n'ai pas conduit la Lexus. J'ai pris le bus, je portais un jean simple et un vieux sweat à capuche. 2 heures, 3 transferts et 20 minutes de marche plus tard, je suis arrivé juste au moment où tout le monde était à la moitié du plat principal. Dès que je suis entré dans la salle à manger, toutes les têtes se sont tournées. Pas une seule personne n'a dit bonjour. Ma mère m'a regardé de haut en bas et a levé son verre. Regardez qui a enfin décidé de montrer sa tête. J'imagine qu'elle a fini de bouder. Quelqu'un a gloussé. Tante Beverly a toussé dans sa serviette comme si c'était très drôle. Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste pris une place vide à l'extrémité de la table à côté de l'oncle Ray. Il m'a fait un petit signe de tête et a fait glisser une assiette. La pièce a continué sans moi, des blagues, des banalités, encore des blagues. Puis ma mère a recommencé, cette fois plus fort. Elle a raconté une histoire sur la fois où j'avais pleuré au collège parce que je n'avais pas réussi à faire partie du tableau d'honneur, a dit que j'avais toujours été trop sensible, a dit qu'elle s'inquiétait de savoir si je survivrais un jour dans le monde réel. Puis elle m'a regardé directement et a dit, et maintenant, elle pense qu'une voiture d'occasion compense tout ça. Un silence a suivi, qui a duré trop longtemps. Puis l'oncle Ray a posé sa fourchette. Il a dit, c'est vraiment bas, ça suffit, Floretta. Elle a ri, a essayé de faire signe d'oublier, a dit qu'elle plaisantait. Il l'a regardé de nouveau et a dit, tu as fait vivre l'enfer à cette fille pendant des années, et nous avons tous regardé ça se produire. Nous avons fini de faire semblant que c'est une blague. Tu l'humilies. Tu te moques d'elle. Et quand elle te donne quelque chose que tu ne mérites pas, tu le traites comme de la merde. Plus maintenant. Tu es hors du coup, Loretta. Plus de chèques. Plus d'accès. Tu ne peux pas agir comme une reine et ensuite faire la victime. Tu en as fait assez. Elle a dit quelque chose. Je n'ai pas pu entendre quoi, mais ce n'était pas grave. Personne n'était plus de son côté. Pour la première fois, j'ai vu son visage sans cette dureté. Pas d'armure, juste du silence. L'oncle Ray s'est tourné vers moi et a dit, garde cette voiture. Ne la rends jamais. Puis il s'est levé et est sorti. Quelques autres ont suivi. La pièce s'est vidée rapidement. Ma mère est restée figée à la table. Je l'ai dépassée en sortant. Elle n'a même pas levé les yeux. C'était la première fois que je la voyais complètement seule, pas physiquement, mais de la manière qui comptait vraiment, et je ne me suis pas senti mal. Après ce dîner, tout est devenu bizarrement calme. Pas de texto, pas de voyage de culpabilisation déguisé en versets bibliques, pas de visite surprise, juste un silence étrange et immobile, le genre de silence qui ressemble moins à la paix qu'au calme avant une tempête sombre. Au début, j'ai pensé qu'ils en avaient peut-être fini avec moi, que j'avais peut-être enfin été éjecté du cercle familial. Et je ne peux pas mentir, une partie de moi espérait que c'était vrai. Mais une autre partie de moi continuait à vérifier mon téléphone toutes les quelques heures, attendant le prochain incendie à éteindre. Au lieu de cela, c'est resté calme. J'ai continué à aller en thérapie. Tous les mardis à 18h, Jenna, ma thérapeute, était calme d'une manière qui vous donnait l'impression d'être autorisé à respirer. Je lui ai tout raconté, l'anniversaire, la Lexus, le dîner, les années passées à être la déception, la fille qui n'a jamais vraiment réussi. Elle a écouté, sans interrompre. Puis, un soir, elle a dit quelque chose d'étrange. Lui avez-vous déjà crié dessus? J'ai cligné des yeux. Oh,
je veux dire, vraiment crier. Laissez-vous être aussi en colère que vous l'êtes. J'ai dit non encore une fois, que je n'avais pas été élevé comme ça. Chez moi, la colère ne s'exprimait pas, elle était utilisée comme une arme plus tard, après quelques verres de vin et devant une foule. Elle a dit quelque chose auquel je pense encore, vous avez avalé votre voix pendant si longtemps que vous ne savez même pas à quoi elle ressemble à plein volume. Au début, j'ai balayé ça du revers de la main, crié sur ma mère. Elle adorerait ça. Elle transformerait ça en une preuve que je suis instable ou dramatique ou ingrate, toutes les mêmes rengaines. Mais l'idée n'est pas partie. Alors, une semaine plus tard, j'ai conduit la Lexus chez elle. Je ne l'ai pas prévenue. Je n'ai pas appelé. Je me suis juste pointé. Même nain de jardin, même ange de jardin ébréché. Elle a ouvert la porte en portant sa robe de chambre, et dès qu'elle m'a vu, sa bouche s'est crispée. Elle a dit, si tu es là pour la voiture, je lui ai dit d'arrêter. Je l'ai dépassée avant qu'elle ne puisse dire un autre mot, directement au salon. Le canapé avait encore les coussins que je lui avais offerts il y a 5 Noël, ce qu'elle avait qualifié de bon marché devant tout le monde. C'est drôle qu'elle les ait gardés. Elle m'a suivi, me demandant si j'allais bien, mais pas parce qu'elle s'en souciait. C'est la façon dont les gens demandent si quelqu'un d'autre va bien juste pour s'assurer qu'ils ne sont pas sur le point d'être embarrassés. Je me suis tenu au milieu de cette pièce et je lui ai dit que j'en avais fini de faire semblant que je lui avais acheté cette voiture parce que je pensais que pour une fois je pouvais faire quelque chose d'assez bien pour elle, que peut-être elle me regarderait et ne verrait pas une déception. Je lui ai parlé des emplois que j'avais occupés, des vacances que j'avais refusées, des nuits où je rentrais à la maison trop fatigué pour me tenir debout, tout ça pour pouvoir lui offrir quelque chose que je n'avais jamais eu en grandissant, une victoire. Et elle a craché dessus. Je lui ai dit que chaque commentaire sarcastique, chaque haussement d'yeux, chaque compliment empoisonné s'était accumulé en moi pendant des années, et que j'avais finalement atteint la limite, que je n'étais plus son punching ball émotionnel. Elle a essayé de me couper, a dit que je faisais du théâtre, mais je ne me suis pas arrêté. J'ai crié plus fort que jamais dans ma vie. Je lui ai dit qu'elle me faisait me sentir comme une ordure simplement parce que j'existais, que peu importe ce que je faisais, de bonnes notes, un casier judiciaire vierge, une putain de voiture, ce n'était jamais assez parce que je n'étais pas Rachel ou Daniel ou quelqu'un d'autre dont elle pouvait se vanter à l'église. Puis j'ai dit la phrase que je ne savais même pas que je retenais, avant, je voulais être comme toi. Maintenant, je prie pour ne jamais finir comme toi. Elle avait l'air abasourdie, pas coupable, juste choquée que je ne joue pas mon rôle. Je suis sorti, je n'ai pas attendu de réponse, je n'ai pas claqué la porte, je suis juste parti. Dans la voiture, je suis resté immobile pendant longtemps, respirant. Mes mains tremblaient tellement que j'ai laissé tomber mes clés 2 fois, mais quelque chose dans ma poitrine ne se sentait pas bien, pas paisible, mais à vif. Je suis rentré à la maison et me suis effondré sur le canapé. 1 heure plus tard, Abby m'a envoyé un texto, « Tu as allumé une mèche. » Elle pète un câble. Je n'ai pas répondu. Mais le lendemain matin, j'ai découvert jusqu'où elle était prête à aller, et ce n'était pas que des mots cette fois. Le lendemain matin où je lui ai crié dessus, je me suis réveillé épuisé, pas le genre de fatigue que le sommeil peut réparer, le genre qui s'installe dans vos os après des années passées à retenir votre souffle. J'avais à peine dormi. Ma voix était rauque. Mes mains tremblaient encore quand je pensais à la façon dont tout était sorti de moi comme du feu après une fuite de gaz. Mais pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne me suis pas senti écrasé par la culpabilité. Cela a duré jusqu'à 8h42 du matin, car c'est à ce moment-là que mon téléphone a recommencé à vibrer. La première notification était de Rachel. Nous ne nous étions pas parlé depuis Noël, lorsqu'elle m'avait qualifié d'exigeante émotionnellement pour avoir pleuré pendant le dîner. Tout ce qu'elle a envoyé, c'est une capture d'écran. C'était une publication Facebook de ma mère, longue, publique, étiquetée à la moitié de la famille et même à quelques-uns de ses amis du lycée. Elle a tout exposé, sa douleur, sa peur, comment sa fille mentalement instable avait fait irruption chez elle en criant des menaces. Elle a écrit que j'étais violente, que je lui avais fait si peur qu'elle ne pouvait pas dormir. Elle a dit qu'elle vivait dans la peur et qu'elle pourrait devoir demander une protection juridique. Et puis cette ligne, certains enfants naissent simplement brisés. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Plus d'une centaine de mentions j'aime, des commentaires qui affluaient. Reste forte, Loretta. Tu es toujours une mère merveilleuse. Émilie a toujours eu des problèmes, n'est-ce pas? J'ai regardé l'écran comme si je regardais le cauchemar de quelqu'un d'autre, le nombre de personnes qui ne se sont même pas donné la peine de me demander ma version des faits,
des personnes que je connaissais depuis que j'étais enfant. C'était comme si j'avais été jugé et condamné dans un tribunal où elle était à la fois juge et victime. Mais ce n'était même pas le pire. 15 minutes plus tard, j'ai reçu un texto de l'oncle Ray, « Appelle-moi ». Non. Quand je l'ai fait, sa voix est arrivée rapidement, coupée comme s'il faisait les 100 pas. Il a dit qu'elle s'était pointée à son bureau ce matin-là, sans rendez-vous, qu'elle était juste entrée et avait attendu devant sa porte comme une statue. Elle lui a dit que je l'avais humiliée publiquement, et que s'il ne la remettait pas sur la liste de paix de l'entreprise familiale, ce qu'elle n'avait techniquement pas mérité depuis plus d'une décennie, elle rendrait publique de vieilles histoires. Puis elle a essayé de me vendre, a dit que s'il ne me coupait pas aussi, elle commencerait à répandre des rumeurs sur lui. Puis elle est devenue précise. Elle a parlé d'une femme nommée Heather, une ancienne comptable d'il y a des années qui a apparemment quitté l'entreprise tranquillement. Elle a laissé entendre que si elle parlait aux mauvaises personnes, le nom de Ray pourrait apparaître de manière à ce qu'il n'aime pas. C'est à ce moment-là qu'il l'a dit. Elle n'est pas seulement toxique, Emily. Elle est dangereuse. Je me suis assise en silence sur mon canapé pendant qu'il continuait à parler, a dit qu'il savait maintenant que lui donner un laissez-passer pendant toutes ces années était une erreur, qu'il pensait qu'elle finirait par s'épuiser, mais qu'au lieu de cela, elle continuait à trouver de nouvelles allumettes. Puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, elle essaie de vendre la Lexus. Il a dit qu'elle avait déjà contacté 2 concessionnaires et une cousine avec une dépanneuse, racontant à chacun la même histoire, que je lui avais donné la voiture et que j'étais juste devenue émotive, mais que je me serais calmée, a dit que le titre était mal classé, mais qu'elle l'aurait bientôt. Ray m'a dit de la déplacer. Non, je l'ai fait. Je l'ai conduite à travers la ville et j'ai payé un ami en espèces pour qu'il la garde dans son garage pour le moment, je lui ai dit de dire que c'était la sienne si quelqu'un venait demander. J'ai enlevé les plaques et suis parti avec un service de covoiturage. Et juste pour être sûr, j'ai acheté un coffre-fort pour le titre et l'ai mis dans une banque. Mais le vrai rebondissement est arrivé 2 jours plus tard. Je rentrais de thérapie et j'ai remarqué un homme assis en face de mon immeuble, d'âge moyen, avec une casquette de baseball, pas de téléphone, juste assis, à regarder. Le lendemain matin, il était de nouveau là. J'ai essayé de ne pas paniquer, mais mon voisin l'a confirmé. Ouais, il est ici tous les jours cette semaine, il n'arrête pas de regarder votre fenêtre. Vous voulez que j'appelle quelqu'un? Je ne lui ai pas répondu. Ce soir-là, j'ai dormi avec mes clés à la main et une chaise sous le bouton de la porte. Le jour suivant, j'ai reçu une lettre officielle d'un cabinet d'avocats. Ma mère me poursuivait en justice. Elle prétendait avoir subi une détresse émotionnelle, a dit que je lui avais fait cadeau de la Lexus et que je l'avais ensuite volée, a dit qu'elle n'avait pas de véhicule pour faire des courses, aller à l'église ou échapper à des menaces potentielles à sa sécurité, a affirmé qu'elle craignait pour son bien-être et que la voiture faisait partie d'un accord tacite entre la mère et la fille. Juin, il y avait des captures d'écran de sa publication Facebook, des textos de Beverly, et même une fausse déclaration de l'une de mes cousines disant que j'avais bousculé ma mère et détruit des biens familiaux pendant l'incident. Je suis restée assise là avec les papiers sur mes genoux et j'ai juste ri, pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était fou. C'était complètement hors de contrôle. Elle ne voulait pas seulement la voiture. Elle voulait avoir le dernier mot. Alors, j'ai fait un choix. Je n'allais pas me battre pour la voiture. J'allais me battre pour moi-même. J'ai engagé un avocat le lendemain. Je pensais que ce serait la fin des surprises, mais ce soir-là, quelqu'un a frappé à ma porte. C'était mon père, et il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Quand j'ai ouvert la porte et que j'ai vu mon père se tenir là, je n'ai rien dit au début. Nous ne nous étions pas beaucoup parlé depuis des années, pas depuis qu'il s'était discrètement effacé à l'arrière-plan après le divorce, comme quelqu'un qui sort d'un film avant le générique. Ce n'était pas un mauvais homme, juste absent, présent sur les photos, pas dans la réalité. Maintenant, il était là dans l'embrasure de la porte de mon appartement, plus vieux que dans mes souvenirs. Pas de sourire, pas de bavardage, juste un dossier en papier sous son bras et un visage comme quelqu'un qui porte un secret trop longtemps. Il a demandé s'il pouvait entrer. Je l'ai laissé entrer. Il s'est assis sans m'attendre et a posé le dossier sur ma table basse, ne l'a pas touché, l'a juste regardé comme s'il allait exploser. Puis il l'a dit. Je sais ce que ta mère fait, et j'aurais dû l'arrêter il y a des années. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. Il s'est penché en arrière et a dit qu'il avait entendu parler de la poursuite, pas par elle, par Ray. Apparemment, il se parlait à nouveau discrètement depuis cette nuit au dîner de grand-maman,
a dit qu'il avait entendu parler de la Lexus, de la publication Facebook, du gars devant mon immeuble, de tout ça. Puis il m'a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Elle avait déjà fait quelque chose de similaire, pas avec une voiture, avec un condo. En 2005, un parent le lui a légué dans son testament, mais les papiers n'étaient pas finalisés, et avant que la succession ne soit réglée, elle l'a mis sur Craigslist et a failli être poursuivie par l'exécuteur testamentaire. Mon père a dit qu'elle avait présenté toute l'affaire comme un malentendu et a fait passer la famille pour avide et manipulatrice. Cela vous semble familier? Puis il a dit les mots que je n'aurais jamais pensé entendre de lui. Ta mère nous ment à tous depuis des années, mais surtout à toi. Il a ouvert le dossier. À l'intérieur, il y avait des copies de courriels et de documents fiscaux remontant à plus d'une décennie, tous liés à l'entreprise familiale et tous montrant que même si elle avait perçu des paiements pour le soutien administratif, elle n'avait pas fait une seule heure de travail depuis 2013. Il a dit que Ray lui en avait donné des copies, lui avait dit d'en faire ce qu'il voulait. Il les a fait glisser vers moi. Puis il m'a dit quelque chose qui m'a coupé le souffle. Il est en train de se ruiner, Émilie. Apparemment, après avoir été coupée de la liste de paie de Ray, elle a commencé à retirer des avances de fonds sur plusieurs cartes. Sa maison était sous une deuxième hypothèque. Elle avait refinancé 2 fois. La Lexus n'était pas seulement une source de fierté. C'était une nécessité financière. Elle avait besoin de la vendre. C'est pourquoi elle a pété un câble quand j'ai repris les clés, pas parce que je l'avais blessée, mais parce qu'elle avait perdu un atout. Il n'a jamais été question d'amour. Il a dit qu'il était venu me dire tout ça maintenant parce qu'il en avait finalement assez aussi, a dit qu'il était prêt à témoigner si l'affaire allait au tribunal, qu'il admettrait au dossier qu'elle était émotionnellement abusive, qu'elle avait manipulé les finances, qu'elle utilisait la culpabilité comme monnaie d'échange. Je lui ai demandé pourquoi maintenant. Il a fait une longue pause, puis a dit, parce que quand je l'ai vu traîner ton nom dans la boue en ligne, j'ai vu ce qu'elle me faisait à huis clos, et je t'ai laissé là avec elle. Il s'est levé, s'est dirigé vers la porte, puis s'est retourné. Tu ne méritais pas ça. Rien de tout ça. Après son départ, je suis restée assise là pendant longtemps. Puis j'ai pris le dossier et j'ai numérisé chaque page sur un disque. Une semaine plus tard, mon avocat a déposé une demande reconventionnelle. Elle accusait ma mère de diffamation, de tentative de fraude et de détresse émotionnelle. Son équipe a essayé de me faire bluffer, a dit qu'elle ne perdrait jamais. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que je n'étais plus seul. L'oncle Ray m'a soutenu. Mon père a signé une déclaration sous serment. Même Rachel, étonnamment, a proposé d'écrire une lettre sur la façon dont j'avais toujours été traité comme le bouc émissaire de la famille. La date du procès a été fixée, et puis quelque chose s'est produit. Ma mère a disparu, littéralement ne s'est pas présentée à la médiation, a cessé de répondre à son avocat. Son téléphone était mort. Beverly a dit qu'elle était partie en retraite spirituelle à Sedona, mais personne ne l'a vraiment vue partir jusqu'à une semaine plus tard, lorsque la police s'est présentée à mon appartement parce que ma mère avait signalé le vol de la Lexus et avait dit que j'étais la voleuse. Lorsque les 2 policiers ont frappé à ma porte, je l'ai senti dans ma colonne vertébrale avant même de l'ouvrir. Vous connaissez cet instinct que vous avez quand quelque chose est sur le point de se briser. Cette panique silencieuse juste avant un orage. Ils ont demandé si j'étais Emily Townsend. J'ai dit oui. Ils ont demandé si je possédais une Lexus RX 2018. J'ai dit oui. Puis ils m'ont dit qu'elle avait été signalée volée par ma mère. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas tressailli. Je leur ai demandé d'attendre une minute et je suis revenu avec le dossier que mon père avait laissé, plus le titre original avec mon nom dessus, plus l'acte de vente et ma police d'assurance. J'avais transporté ces documents partout comme une armure. L'un des policiers les a examinés, a appelé, et 10 minutes plus tard, ils se sont excusés et sont partis comme ça. Mais ça ne ressemblait pas à une victoire, ça ressemblait à un coup de semonce. Elle n'était pas allée à Sedona. Elle n'avait pas trouvé la paix intérieure. Elle s'était cachée pour élaborer un nouveau plan. Et cette fois, elle utilisait la loi pour faire croire que j'étais la méchante. J'ai tout raconté à mon avocat. Il a déposé une requête d'urgence pour obtenir une ordonnance restrictive et a accéléré l'affaire de diffamation. Nous ne nous sommes jamais rendus au tribunal. Une semaine avant l'audience, son avocat s'est retiré de l'affaire. Je n'ai jamais découvert la raison complète, mais selon l'oncle Ray, ma mère avait cessé de payer ses honoraires d'avocat, a affirmé qu'elle était en négociation pour vendre sa maison et qu'elle se rattraperait bientôt, mais aucune vente n'a eu lieu.
Puis est venu le vrai rebondissement. Rema a appelé tard un soir et a dit qu'elle l'avait appelé, en suppliant. Apparemment, elle lui avait demandé d'intervenir et de servir de médiateur parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Elle a même essayé de le culpabiliser en évoquant de vieux secrets de famille, mais il ne jouait plus le jeu. Il lui a dit que la seule médiation qu'elle obtiendrait serait ordonnée par le tribunal. Elle a raccroché, et c'est la dernière fois que quiconque a entendu parler d'elle pendant un certain temps. Pas de message, pas d'appel, même Beverly ne savait pas où elle était allée. C'était comme si elle s'était évaporée jusqu'au mois dernier. Rachel m'a envoyé une photo, a dit qu'elle n'était pas sûre de devoir le faire, mais a pensé que j'avais le droit de savoir. C'était ma mère dans un quartier délabré de la ville, les cheveux teints enfoncés, le visage plus lourd, montant dans une Corolla rouillée avec un pare-choc fissuré et un feu arrière cassé. Pas de Lexus, pas de maison, pas de fierté, juste une femme qui avait repoussé toutes les dernières personnes et qui avait finalement manqué de personne à blâmer. Ce soir-là, je me suis tenu dans le garage où j'avais gardé la Lexus tout ce temps, j'ai passé ma main sur le capot, j'ai pensé à la vendre, j'ai pensé à la donner, mais quelque chose m'a arrêté parce que même si cette voiture avait tout déclenché, elle n'était pas le problème qu'elle était. Alors, je l'ai gardée. Et maintenant, chaque matin quand je monte dedans et que je démarre le moteur, il ne s'agit plus d'elle. Il s'agit de moi, de toutes les heures que j'ai travaillées, des repas que j'ai sautés, des relations que j'ai mises de côté, de la thérapie, des cris, du silence qui a suivi. Il s'agit du fait que j'ai finalement cessé d'acheter mon chemin dans un amour qui n'était jamais réel. Maintenant, je travaille moins. Je mange bien. Je fréquente des gens qui ne me font pas me sentir petite. Je conduis cette voiture sans penser à qui était censé la posséder. Et la semaine dernière, je suis entré en thérapie et j'ai dit à Jenna quelque chose que je n'aurais jamais pensé dire. Je n'ai plus besoin qu'elle m'aime. J'ai juste besoin de ne jamais être elle. Et ça, d'une certaine manière, c'est suffisant.